Bonjour à tous. Hello. Je suis ravie de vous retrouver pour cette conférence ici dans cette salle, salle 1, tout simplement, la salle Apimo, avec un sujet très intéressant qui va, à mon avis, bien vous titiller les méninges après avoir mangé. Co-investissement, leasing, viager, acheter sans être millionnaire, quelles sont les alternatives? Pour y répondre, eh bien, j'appelle tout d'abord notre conférencier en chef, Jérôme Revy. Sous vos applaudissements, il fait partie du groupe partenaire NCI. Bonne conférence. Merci Sandrine, merci à tous d'être venus dans cette conférence. Alors le titre était évidemment un peu provocateur, puisque j'ai essayé de faire le lien entre les différents sujets que je voulais traiter, parce qu'on a vu apparaître plein de petits modèles qui essayent de répondre à cette crise que nous connaissons, qui est un peu une crise du pouvoir d'achat, une crise un peu latente. Et donc je me suis dit, mais comment je vais essayer de réunir toutes ces innovations au sein d'une même conférence? Je me suis dit, on va le faire de manière provocateur. Acheter sans être millionnaire, quelles sont les alternatives? Alors, quelques éléments de contexte de marché. En l'espace de 25 ans, le pouvoir d'achat immobilier a été divisé par deux, notamment pour les franciliens. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Et sur l'ensemble du territoire, c'est pareil, on est sur 25% de pouvoir d'achat en moins sur l'immobilier. Et sur cette même période, pour un effort, à effort de remboursement constant, un acquéreur doit allonger sa durée d'emprunt de 10 ans, notamment pour se loger en Île-de-France. On ne produit plus assez de logements neufs, ça c'est un autre problème à cause de tous les phénomènes que vous connaissez, l'allongement de la durée de la vie, les divorces, les locations saisonnières, la métropolisation, etc., etc. Et aucune innovation dans le domaine du financement immobilier, dans le secteur libre, depuis l'apparition des crédits à taux fixe il y a plus de 60 ans. Il est notamment impossible, et tout le monde le sait, de se loger dans les zones tendues. Et donc pour répondre à ça, il y a plusieurs solutions qui émergent aujourd'hui pour permettre à une nouvelle génération, à des jeunes, de devenir propriétaires dans un contexte tendu, mais qui s'adressent aussi à des seniors. Et donc j'ai retenu aujourd'hui 4 de ces innovations dont je voulais vous parler. Je vais donc inviter ici, pour vous parler de ces sujets-là, Xavier Lépine, que j'invite ici à nous rejoindre, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Alors, Xavier Lépine, c'est un grand monsieur. La troisième voie entre l'accession et la location. C'est Xavier Lépine qui la représente. Xavier Lépine est un jeune entrepreneur, mais c'est surtout l'ancien président d'une foncière que tout le monde connaît qui s'appelle La Française. C'est aussi le président de l'Institut d'études immobilières et foncières et fondateur d'une start-up, Les Nouveaux Propriétaires. Merci Xavier de nous avoir rejoints. Je vais appeler aussi un entrepreneur que vous connaissez depuis longtemps, Aurélien Goutefarbe. S'il vous plaît, merci de l'accueillir sous vos applaudissements. Aurélien est un entrepreneur qu'on peut admirer. Il a fondé le premier e-buyer français, Homeloop, qui est présent là-bas, avant de le céder il y a quelques mois au groupe Bénédicte Immobilier. Et Aurélien voulait se concentrer sur un nouveau projet qui lui tenait à cœur, Scarlett. Il a décidé de redonner de la visibilité à un procédé assez connu qui s'appelle le viager, mais qui permet sans doute de faire des bonnes affaires tout en permettant à des personnes âgées de profiter de leur patrimoine. Donc Aurélien va nous raconter pourquoi il en est arrivé là et comment ça fonctionne. Merci Aurélien de nous faire l'honneur de ta présence. J'ai invité aussi avec nous, maintenant je peux le dire désormais, le vainqueur du concours La Startup Orpi, Cédric O'Neill, qui est le fondateur de Brix. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Donc Cédric nous racontera, mais donc il a fondé cette start-up qui s'appelle Brix.co et il s'est dit qu'il fallait faciliter
le financement de projets immobiliers en créant une communauté de 300 000 personnes, je crois, qui peuvent investir dans des projets à partir de 10 euros. Donc si vous avez 10 euros dans votre poche, il vous expliquera tout à l'heure que vous pouvez investir dans le château de Tony Parker, et il nous expliquera ça tout à l'heure. Et puis, enfin, pour terminer, j'ai invité Kivan, qui est le fondateur de Virgile. Virgile, c'est une start-up, sous vos applaudissements, évidemment, merci. C'est une start-up qui s'est donné comme objectif d'aider les acquéreurs à accéder au crédit et notamment au travers de l'apport que Kivan propose de financer. Il va nous expliquer évidemment son modèle. Je vais donc les rejoindre sur la scène pour parler de tout ça. Voilà, 1, 2, merci. On m'entend ou pas? Pas trop fort, voilà, super, merci beaucoup. Alors, merci messieurs d'avoir accepté. Peut-être une première question à Xavier Lépine. Donc, ce fameux modèle que tu proposes, qui est la troisième voie entre l'accession et la location, c'est une alternative au modèle traditionnel. Je ne sais pas s'il faut expliquer pourquoi tu as proposé ce modèle-là, mais peut-être tu peux nous expliquer comment ça fonctionne exactement. Allô? Allô? Voilà, ça super. Si, quelques mots pourquoi. Moi, je suis d'une génération où tu sortais de tes études, tu achetais ton logement. Ce n'était pas un problème. En fait, on a eu, pour simplifier, de 1950 aux fin des années 80, l'acquisition du logement, c'était quelque chose qui était normal, c'était quelque chose qui était voulu, c'était quelque chose qui réduisait les inégalités sociales de façon très forte. Inégalité sociale entre propriétaires et locataires, puisque tout le monde pouvait devenir, ou quasiment tout le monde pouvait devenir propriétaire. Égalité territoriale et égalité générationnelle. Ça a bien changé. Ça a bien changé. Ça a vrillé. Ça a vrillé. Ça a vrillé pourquoi? Tout simplement parce que le prix du logement, depuis 30 ans, 40 ans, augmente beaucoup plus vite que les revenus. Dans des proportions qui sont juste incroyables. Mais 1 mètre carré, ça reste 1 mètre carré. Et dans 30 ans, ça sera toujours 1 mètre carré. Il n'y a pas de gain de productivité. Il y a juste un modèle qui a vrillé pour tout un tas de raisons sur lesquelles tu en as évoqué quelques-unes. Donc il fallait répondre à cela. Et pour répondre à cela, on est dans une situation où on a des prix qui sont à ce niveau-là, des loyers qui sont à ce niveau-là et des revenus qui sont là. Personne ne peut acheter, ni les particuliers, ni un investisseur institutionnel ou même privé aujourd'hui qui dit « Attendez, vous êtes gentil, je vais acheter à ce prix-là, je vais louer pas rentable, et en plus, dans un rapport juridique qui s'appelle le bail locatif résidence principale, qui est absolument détestable. » Donc, vous vous apercevez concrètement que vous avez moins de 1% des logements mis en location qui aujourd'hui sont détenus par des investisseurs institutionnels. On n'a pas fait depuis 20 ans, 40 ans, on n'a pas fait une France de propriétaires. On est à 58% de propriétaires. La moyenne de l'Europe, c'est 70%. En Angleterre, c'est 65%. Aux États-Unis, c'est 65% également. Les deux seuls pays où il y a moins de locataires que chez nous, c'est les deux pays les plus riches de l'Europe, l'Allemagne et la Suisse. Qu'est-ce qui a foiré? Je ne vais pas revenir dessus. Comment est-ce qu'on répond à ça quand un modèle est en crise structurelle? Car nous ne sommes pas en crise conjoncturelle, mais structurelle, il faut changer la structure. Il ne faut pas rajouter des petits rabios, faire un PTZ, augmenter une subvention ici ou là. Ça ne marche pas, ça ne fait qu'augmenter les prix. Donc la réponse est assez simple. C'est finalement, je dis, puisqu'on ne peut pas acheter en pleine propriété, on va vous vendre 25 ans de propriété. Mais on va vous vendre dans des conditions telles, mais je ne vais pas vous raconter tout le modèle, on va vous vendre dans des conditions telles, on va vous le vendre à moitié prix. Et si je vous le vends à moitié prix, ça veut tout simplement dire que vous empruntez la moitié de l'argent. Et donc ça va vous coûter plutôt moins cher qu'un loyer, voire un peu plus cher, mais vous êtes propriétaire. Et quand vous partez, eh bien, on vous rachète. Et je m'engage, la foncière s'engage à vous racheter à un prix qui est convenu d'avance. À tout moment, vous pouvez partir, comme un locataire. Donc on est propriétaire à partir de quel moment précisément? Pleinement propriétaire? Vous n'êtes
que quand vous le décidez, vous êtes propriétaire pleinement, mais pendant 25 ans au démarrage. Ensuite, il se passe des années, vous payez la même chose qu'un loyer, mais vous remboursez un crédit. C'est une énorme différence. C'est que quand vous avez fini de rembourser votre crédit, vous ne payez plus vous n'avez plus à payer. Donc très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous partez au bout de 10 ans, je m'engage à vous racheter à un prix qui est convenu d'avance, qui est connu, vous savez, à tout moment, comme un leasing de voiture. Mais ce prix, s'il est convenu d'avance, il est convenu en fonction du marché. Si le marché est baissier ou si le marché est haussier, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà acheté une voiture en leasing? Ce n'est pas une question qui se pose. Quand vous achetez une voiture, prenez l'exemple des voitures, c'est une très bonne comparaison. Une voiture, ça valait 100 000, qui valait 100 000 francs en l'an 2000, c'est-à-dire 15 000 euros, c'était une voiture de luxe. Aujourd'hui, cette voiture, elle vaut quoi? 45 000 euros? Le prix a été multiplié par 3. Qui a vu son revenu augmenter par 3? Est-ce que les constructeurs de voitures sont allés voir l'État en disant « Aidez-nous, aidez-nous, on va faire faillite ». Non, ils se sont organisés. Vous achetez votre voiture, vous dites combien je mets au démarrage, combien je veux payer ou peux payer pendant X mois, et à la sortie, vous récupérez la voiture pour un prix convenu d'avance ou vous la laissez. Et donc on arrive à faire ça sur un bien qui vaut 0 dans 10 ans. Et l'immobilier, qui a plutôt tendance à s'améliorer, on n'a rien fait. Mais comment vous expliquez qu'on n'a rien fait? On n'a pas trouvé le bon modèle? Ce modèle-là, il est intellectuellement plus compliqué à comprendre. Il est un peu moins satisfaisant qu'une pleine propriété. Donc tant que c'était possible, eh bien, effectivement, pourquoi se gêner? Tant que les taux d'intérêt baissaient, qu'on allongeait la durée, tu as dit tout à l'heure qu'on avait allongé de 10 ans la durée. Et pourquoi pas 20? Et pourquoi pas 30? Et pourquoi pas 50 ans de plus? Sauf qu'on ne sait pas faire de crédit à taux fixe à 50 ans. Je vous rappelle que pour faire des crédits à taux fixe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous prête à taux fixe de l'autre côté, hein. Ça n'existe pas. Donc on ne l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas besoin. Il y avait d'autres modèles. On trouvait des investisseurs que l'on subventionnait, du type Pinel. Dans ma génération, c'était les jeunes qui achetaient leur logement. Dans les générations actuelles, c'est les vieux qui achètent des logements pour les louer à des jeunes moins riches. Ça s'appelle le Pinel. Ben non, c'est absolument pas satisfaisant. Donc vous sentez aujourd'hui que la nouvelle génération est prête à une formule un petit peu alternative. Alors, mais comment elle en a connaissance? Parce que... t'es là pour ça. Mais, ouais. Non, est-ce qu'elle est prête à une alternative? C'est vrai qu'on rentre dans la civilisation de l'usage. Qui achète effectivement en pleine propriété à crédit classique sa voiture? Personne. C'est ce qu'on dit beaucoup, mais les études montrent quand même que si on interroge les jeunes, ils disent qu'ils préfèrent acheter plutôt que louer. Mais ils sont contraints de louer parce qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter. Eh bien, c'est bien pour ça que je leur propose d'acheter pour 25 ans et d'économiser en moyenne 30% du loyer qu'ils auraient payé par an. Et donc de se constituer un apport pour acheter dans un deuxième temps. Donc cette formule, me semble-t-il, tu as déjà testé cette formule sur une expérience réelle quand tu étais président de la Foncière. Oui, on a fait ça 140 fois. On a eu des jeunes couples avec enfants qui disent oui, on pourrait acheter peut-être en pleine propriété beaucoup plus loin, mais l'école, elle n'est pas là. L'école, elle est à 30 km. Notre boulot, il n'est pas là non plus. Donc on a finalement, et puis on n'est même pas sûr que le prix de ce qu'on achète augmente, hein. Donc là au moins on sait exactement où on va, on sait à tout moment combien on récupère. Ensuite on a eu les familles monoparentales. Famille monoparentale, généralement tu as un apport parce que tu as liquidé la communauté, mais par contre tu n'as pas les moyens. Et puis tu as aussi ceux pour qui tu as le triomphe de l'optimisme sur l'expérience, c'est-à-dire les gens qui se remarient. Eux, ils ont un enfant, ils ont un deuxième, ils ont peut-être même envie d'un troisième, ils ont un problème de place. Tous ces gens-là, j'ai une solution pour eux. Soit ils louent, soit ils achètent. Pas ce qui leur convient. Je veux dire, on regarde aujourd'hui les ventes que font les promoteurs. Les ventes que font les promoteurs, ils arrivent encore à vendre un peu aux acquéreurs qui vivent dedans pour l'occuper. Mais les acquéreurs, ils achètent de plus en plus petits. Donc il y a une limite à cela. Et la limite, c'est ce qu'il faut casser. Et pour ça, il faut casser le système. D'accord. Donc, je crois que tu n'es pas le seul à promouvoir un système un peu alternatif. Il y a quelques startups qu'on peut retrouver ici, Sésame, Estia, etc. Simplement, la petite différence entre ces startups et ce que toi, tu proposes, c'est quoi?
C'est le temps. Je crois qu'il y a Sésame, il y a Estia, j'ai vu mon camarade tout à l'heure de Sésame. Eux, ils ont un système de location-accession qui est sur une durée de 3 à 5 ans. Moi, c'est sur une durée de 25 ans. Dans mon système, tu sais exactement, à tout moment, comme un crédit de voiture, combien tu vas récupérer. D'accord. Donc concrètement, la start-up que tu as créée est lancée et il y a déjà des produits disponibles. Aujourd'hui, on termine nos négociations avec les promoteurs pour co-commercialiser. C'est forcément un bien immobilier neuf ou ça peut être de l'ancien? Ça peut être de l'ancien. Mais c'est plus facile à modéliser sur du neuf. C'est beaucoup plus facile à réaliser, sauf sur l'ancien en bloc détenu par les foncières de logement. Là, le discours est très différent. Le discours, c'est tu as un rendement merdique, tu as des ennuis de gestion qui sont proportionnels au rendement que tu n'as pas, et tu dois faire des travaux de rénovation. Donc, il faut que tu sortes du cash. On lui dit, nous, on organise la vente aux locataires. C'est un produit à très, très fort impact social. Imaginez, vous devenez propriétaire pour le prix d'un loyer. Donc, juste pour conclure sur ça, c'est bientôt prêt, vous terminez les négociations et vous allez pouvoir lancer sur le marché des produits. Oui. D'accord, super. Écoute, merci beaucoup, c'est très intéressant. Maintenant, je vais me tourner vers Aurélien. Aurélien a voulu dépoussiérer un peu l'image du viager, mais je pense que tu vas un petit peu plus loin que ça. C'est quoi ta valeur ajoutée par rapport aux acteurs traditionnels du viager et à quelles problématiques tu as voulu répondre? Ouais, merci Jérôme. Nous, effectivement, la problématique est assez vaste. Comme le disait Xavier, on a toute une génération de gens qui a profité d'un immobilier pas cher, de taux d'intérêt. Donc ça, c'est nos parents et nos grands-parents. Nos parents, nos grands-parents. Et en fait, nous, on a envie. Le problème, c'est que ces gens-là, aujourd'hui, donc, ils arrivent tous à la retraite. Et la retraite, c'est un moment où finalement, le pouvoir d'achat peut baisser fortement. Et nous, notre objectif avec Scarlett, c'est vraiment d'être le partenaire des gens de plus de 60 ans. Et avec un premier angle, c'est comment leur rendre du pouvoir d'achat. Et en gros, ces gens qui ont constitué un patrimoine immobilier très important. Donc il faut savoir, Xavier citait un chiffre de 58% de propriétaires en France. Chez les plus de 60 ans, aujourd'hui, il y a 70% des gens qui sont propriétaires de leur bien immobilier, au moins un. Et ça représente 3 300 milliards d'euros de patrimoine qui est bloqué dans l'immobilier détenu par les plus de 60 ans. Nous, notre objectif, effectivement, c'est de débloquer ce patrimoine. Et donc ça passe par plein d'initiatives. Alors il y a effectivement le viager, qui est une option pour récupérer du capital. Mais plus au-delà de ça, on va faire du démembrement. Et donc quelque part être aussi dans l'usage. En fait, c'est permettre à quelqu'un de plus de 60 ans, finalement, de sécuriser un usage pour une durée déterminée ou une durée viagère, c'est-à-dire à vie. Voilà. Et donc tous ces leviers, finalement, nous, on apporte vraiment... On prend une personne de plus de 60 ans, on analyse son patrimoine et on lui dit voilà toutes les options que vous avez pour récupérer du capital. Donc j'imagine que chaque situation est différente. Donc le service que tu proposes, tu vas le faire comment? Tu vas avoir des agences dans chaque ville, tu vas faire de l'acquisition digitale. Est-ce que tu vas le faire sur une clientèle qui a plus de 60 ans? J'imagine. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner? Et ensuite, tu vas les conseiller comment? Tu vas leur proposer quel type de formule pour accéder au... Alors la solution est déjà live. Donc on a monté la société en janvier avec mes 2 associés. Vous avez déjà financé des opérations? On a déjà financé des opérations. Donc en fait, on a créé la société en janvier, on a lancé les opérations à partir du mois d'avril. Et aujourd'hui, on a plus de 200 propriétaires par semaine qui s'inscrivent sur notre site pour chercher des solutions pour récupérer du capital. Et donc effectivement, on finance aujourd'hui... Ces 200 propriétaires, ils viennent directement sur le site par l'acquisition digitale que vous avez faite? Alors, acquisition digitale, on a 3 grands canaux d'acquisition. Est-ce que vous avez prévu de faire des partenariats avec des agences immobilières, par exemple? Bien sûr, on travaille effectivement avec des agences immobilières et en fait, on a aussi d'autres formes de partenariats. Donc évidemment, on a 2 enjeux. On est une plateforme, donc on a un enjeu, c'est d'acquérir énormément de propriétaires de plus de 60 ans qui souhaitent récupérer du capital. Mais par ailleurs, on a 2 manières finalement de leur libérer ce capital. C'est soit de travailler avec des fonds d'investissement spécialisés dans l'investissement en viager, l'investissement en nue propriété, puisque c'est probablement l'une des seules classes d'actifs dans le résidentiel sur lequel il y a des institutionnels qui sont allés ces dernières années et déjà depuis quelques années. Mais on a aussi des investisseurs particuliers, donc qu'on adresse par l'intermédiaire notamment d'agences immobilières qui, elles, en fait, permettent à des investisseurs particuliers du coup d'investir sans être millionnaire, puisque finalement le viager est notamment une opportunité pour quelqu'un d'investir sur des biens immobiliers qui sont légèrement, qui sont décotés par rapport à la valeur de marché.
avec deux alternatives possibles. Soit ils sont occupés, ces viagers, c'est-à-dire que les gens restent dans leur logement, soit ils sont libres. Et donc c'est potentiellement sur un viager libre une opportunité d'acheter un bien immobilier en versant une quote-part à l'entrée, ce qu'on appelle un bouquet, et une part mensuelle. Donc mensuellement, donc c'est effectivement des solutions qui, dans un contexte de raréfaction du crédit, dans un contexte où les gens qui sont des indépendants, qui ont des situations professionnelles qui ne leur permettent pas d'avoir accès au crédit, potentiellement d'avoir accès à la propriété. Moi, j'avais compris que les acquéreurs, c'était les institutionnels. Mais je viens de comprendre que tu adresses aussi les particuliers. Ouais. En fait, effectivement, les institutionnels sont un levier d'acquisition sur ce marché, qui est très fort, très puissant. Il y a des fonds qui ont plusieurs milliards d'euros sous gestion. Néanmoins, ils n'adressent pas 100% du marché. Alors nous, notre conviction, c'est déjà de servir la plus grande part possible de propriétaires de plus de 60 ans. Et les propriétaires de plus de 60 ans ne sont pas tous propriétaires d'un appartement dans Paris qui correspond aux critères d'investissement de certains fonds d'investissement. Et notre objectif, c'est également d'apporter cette liquidité sur le patrimoine immobilier dans l'ensemble du territoire. Et donc c'est pour ça qu'on s'adresse aussi à des investisseurs particuliers qui, parce qu'ils ont une connaissance locale, parce qu'ils connaissent le secteur, vont être des acheteurs de certains biens. Et vous avez réalisé combien d'opérations pour avoir une idée? En gros, on est sur les 3 derniers mois, on a eu plus de 1400 demandes et aujourd'hui, on a une cinquantaine de demandes qui sont en cours d'acte notarié. Et la différence entre les 1400 et la cinquantaine, c'est quoi? C'est que les gens ont du mal à se décider, ils ont du mal à faire le pas, ils connaissent pas, ou c'est qu'on a du mal à trouver Il faut savoir que c'est effectivement une transaction qui est atypique. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché, si je parle du viager, de la nue-propriété, on parle de 5-6 000 transactions par an, à peu près, c'est les chiffres officiels. Et donc 5-6 000 transactions par an versus un marché de la transaction classique qui a plus d'1 million. Donc c'est aujourd'hui un marché de niche, mais c'est un marché qui est en forte croissance parce que les gens commencent à réaliser qu'effectivement c'est un super levier finalement pour financer leur vie après 60 ans. Donc il y a une éducation qui a été commencée auprès des vendeurs il y a quelques années et que nous on accompagne également. Et Scarlett, c'est aussi pour ça qu'on est né, c'est vraiment apporter de la lumière et apporter de l'éclairage et de la simplification sur ces solutions qui sont vraiment très, très pratiques pour les propriétaires. Et donc voilà, beaucoup de marketing. Et puis côté acheteur, c'est également communiquer sur ces solutions qui sont une alternative potentiellement à l'investissement locatif. Parce que quand vous achetez en viager occupé par exemple, vous n'avez pas de problème de vacances. A priori, la personne va rester dans son bien grâce à son droit d'usage et d'habitation. Vous n'avez pas de risque d'impayé puisque finalement, tous vos loyers ont été payés upfront, entre guillemets. C'est-à-dire que vous l'avez décoté sur la valeur occupée. Donc voilà, il y a un certain nombre d'avantages à l'investissement en viager qu'on s'attache effectivement à faire connaître au plus grand nombre parce que c'est aussi une opportunité pour... Il y a plein de cas d'usage pour un acheteur. Ça peut être un expatrié qui veut préparer sa retraite en France et qui identifie un bien intéressant dans un secteur qui l'intéresse. Ça peut être un indépendant, etc., qui s'achète un viager libre parce que ça lui permet d'avoir un petit capital investi au départ, puis progressivement payer ses rentes et son prix au fil de l'eau. Voilà. Donc il y a différents cas d'usage intéressants qui permettent d'accéder encore à la propriété. Concrètement, vous rémunérez de quelle façon? Vous signez un mandat, en fait, c'est ça? Nous, c'est pas nous qui signons des mandats. Nous, on travaille en partenariat avec des agences. Et donc, c'est nos agents partenaires qui sont clients de notre offre Scarlett Patrimoine Pro. Et c'est eux qui vous rémunèrent, j'imagine. Et c'est effectivement eux qui... apporteurs d'affaires, en quelque sorte. Nous, on est apporteurs d'affaires. Vous structurez le projet. On structure un projet. On qualifie le besoin. En fait, à l'entrée, le point d'entrée, c'est notre propriétaire de plus de 60 ans. On réalise un audit de son patrimoine. On identifie les actifs sur lesquels il peut y avoir un intérêt à faire une opération de démembrement. On le met en relation avec un de nos partenaires. Notre partenaire réalise l'opération. Et effectivement, il y a un partage ensuite des honoraires qui réalisent. Vos partenaires, aujourd'hui, c'est des agents immobiliers, des marchands de biens, des institutionnels? C'est essentiel. Alors, et effectivement, côté acheteur, on a également des foncières privées, des sociétés d'investissement institutionnelles. Enfin voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, si vous venez à Rennes, c'est pour faire des partenariats avec des... C'est pour parler de notre offre Scarlett Patrimoine Pro, donc qui permet à des viagéristes établis, parce que c'est comme ça qu'on appelle les agents immobiliers spécialisés en viager, donc il y a les viagéristes, et puis il y a les non-spécialistes qui aussi, de notre point de vue, vont participer à la démocratisation de ces opérations, c'est-à-dire que un agent immobilier qui connaît bien son quartier, qui est référent dans son quartier, peut également ajouter une brique viager dans ses solutions. Et nous, on veut l'accompagner. Et donc, pour ça, on a 4 propositions. De la formation, parce qu'évidemment, c'est une transaction un peu complexe et donc il faut maîtriser. Des outils, parce qu'effectivement, il faut savoir calculer une valeur occupée, une rente, un bouquet, etc. Des contacts
très qualifié avec des vendeurs de plus de 60 ans et un accès à notre réseau d'acheteurs. Donc c'est les 4 propositions qu'on a dans le cadre de Scarlett Patrimoine Pro. D'accord, merci Aurélien. Peut-être on y reviendra s'il y a des questions dans le public. Je vais m'adresser maintenant à Cédric. Comment c'est possible de devenir propriétaire pour 10 euros? Intellectuellement, je me dis, j'ai du mal à comprendre. Alors ça se fait avec de l'immobilier fractionné. Voilà, alors il faut nous expliquer ce que c'est que l'immobilier fractionné, parce qu'on connaît la SCPI, mais on ne connaît pas la façon dont tu l'opères. Alors, en fait, il y a beaucoup de buzzwords autour de ça, tokenisation, immobilier fractionné. L'idée et le sous-jacent, c'est de dire comment on fait pour permettre l'accessibilité à tous avec des tout petits montants à l'immobilier à partir de 10 euros. Il y a beaucoup de philosophie derrière la propriété. Nous, en France, on veut absolument être propriétaire. Finalement, ce qui importe quand tu fais de l'immobilier, c'est de récupérer un flux locatif ou une plus-value qui va être générée par l'immobilier. Et finalement, peu importe de savoir est-ce que je suis propriétaire ou est-ce que je ne le suis pas. Donc, la blockchain a amené vraiment cette dimension forte de pouvoir fractionner de l'immobilier. Et après, nous, quand on s'est lancé en 2021, on s'est dit on peut le faire avec des contrats classiques. La blockchain et la tokenisation, ça fait peur pour certains. On va pouvoir le faire différemment. Donc notre mantra, vraiment, c'était de dire on va démocratiser l'accès à l'immobilier pour tous. Et surtout, on va permettre à des jeunes qui ne pensaient pas pouvoir investir facilement dans l'immobilier, parce que l'immobilier, on pense à toute la complexité que ça peut être c'est d'en faire un produit grand public, en quelque C'était sorte, un produit grand qui public. n'est pas réservé à des investisseurs qui sont obligés de passer par le banquier, le gestionnaire de patrimoine pour faire une opération en SCPI, par exemple. Exactement. Les jeunes sont de plus en plus alertes sur leurs finances perso, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui se disent que la retraite, c'est quelque chose à laquelle on n'aura peut-être pas accès dans quelques années. Et en fait, c'est des jeunes qui sont lancés sur de l'investissement en crypto, sur des produits boursiers, parce que les applications le permettent très simplement, mais ce n'était pas possible de faire ça sur de l'immobilier. Donc nous, on est arrivé avec une solution simple qui, vous n'êtes pas propriétaire, on va vous mettre en relation. En fait, on met en relation un porteur de projet immobilier avec une communauté d'investisseurs qui sont soit des investisseurs professionnels, soit des investisseurs particuliers. Et en fait, ce qu'on fractionne concrètement, c'est un contrat de dette. C'est-à-dire que j'ai pas entendu. C'est un contrat de dette. Donc c'est de la dette, c'est de l'obligation. Donc c'est une plateforme de financement participative. Et on est parti du postulat qu'il fallait un seul et même portail, une plateforme simple qui va être capable d'accompagner l'utilisateur de ses 18 ans jusqu'à la fin de sa vie en lui permettant de répondre à toutes ces problématiques d'investissement immobilier. Donc au début, j'ai pas d'apport, on me permet de me constituer un apport très simplement à partir de 10 euros avec de l'investissement programmé, avec plein de choses. Demain, on va me permettre de la défiscalisation, etc., etc. Et à la fin, on proposera des services où vous pouvez faire du viager et mettre votre bien en viager. Et on fera un partenariat avec Scarlett. Et nous, notre logique, c'est de dire, en fait, il y a tellement de façons maintenant de faire de l'immobilier un peu différemment. On voit toutes les startups qui bouillonnent. Comment on fait pour être la marque qui va agréger toutes les offres de ces startups qui, à un moment donné, le nerf de la guerre, c'est arriver à faire le portage immobilier. On peut inventer tout ce qu'on veut, il faut du cash. Il faut qu'il y en ait un qui achète l'immobilier derrière. Et donc, ça peut être avec des institutionnels, mais pourquoi en fait on ne prendrait pas tous ces particuliers qui font les petits ruisseaux font les grands fleuves, j'ai l'habitude de dire, et en fait on va les mettre là pour justement s'auto-financer, c'est-à-dire que même les particuliers demain vont pouvoir se financer entre eux. Et donc de ce postulat-là, en 2021, moi j'ai lancé la boîte, et en l'espace de 2 ans, ben là on a 300 000 personnes qui sont inscrites sur notre plateforme, et ce côté accessibilité prend bien. Aujourd'hui, tu vois, en l'espace de 2 ans, on a collecté quasiment 100 millions d'euros qu'on met à la distribution de start-up qui vont faire du portage immobilier, qui vont faire des acquisitions par elles-mêmes. Tu vois, on parle de Tony Parker. Hein, si vous voulez investir dans le vignoble de Tony Parker, demain, il collecte 1 million d'euros sur notre plateforme. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit toute cette influence et ces célébrités qui, au-delà de l'argent, veulent intégrer leur communauté qui les suivent au quotidien dans leurs projets. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de dire comment on fait aussi pour flécher cet argent-là vers l'économie réelle et comment on fait pour rendre un investissement demain qui va avoir de l'impact et qui va
ne pas être quelque chose de froid et d'impersonnel, mais qui va permettre de financer des projets qui sont sympas. Donc concrètement, si j'ai un projet immobilier que je ne peux pas financer avec un apport bancaire, etc., donc je peux me tourner vers Brix. Donc je vous propose un projet. Par exemple, je veux acheter un petit immeuble de rapport à Lille. Donc je vous propose le projet, c'est ça. Et vous allez l'adresser à votre communauté. Vous allez donc récolter l'argent nécessaire pour réaliser ce projet. Il y a un contrat de dette donc, qui est contractualisé avec la communauté en question. Mais les revenus locatifs, qui en est le destinataire? Est-ce que c'est celui qui a le contrat de dette ou est-ce que c'est le propriétaire? Non, celui qui reçoit les... Alors déjà, pour reprendre ton exemple d'immeuble avec des appartements, donc un immeuble de rapport classique, nous, on va pouvoir t'accompagner, par exemple, sur les fonds propres que la banque va te demander. Pour financer un immeuble comme ça, il faut que tu aies vraiment une belle rentabilité, parce que nous, les rentabilités qu'on sert à nos investisseurs particuliers sont de l'ordre de 8% fixe à l'année. Donc les projets... C'est pas mal, 8%. C'est pas mal. Donc les projets qu'on regarde sont des projets qui génèrent plutôt du 12 à 15% de rentabilité brute. Donc si tu veux acheter un immeuble de rapport... C'est pas du locatif traditionnel, on est plutôt sur du meublé, de la location saisonnière. Donc soit tu es sur de la location saisonnière, soit tu vas être sur du... En fait, il faut qu'il y ait une société d'exploitation. Tu vois, ce qu'on fait beaucoup, ça va être des murs d'hôtel, du Airbnb, ça va être de la villa qui va servir à faire des séminaires, ça va être... un vignoble ou un domaine avec une vraie activité derrière. On a beaucoup de startups. Ce qui est dingue, c'est que j'ai une startup là qui vient de me contacter. Ils viennent de lever 10 millions d'euros. La banque les accompagne sur un financement de l'innovation parce qu'ils peuvent se faire garantir par BPI. Mais par contre, il n'y a personne pour les accompagner sur leur immobilier professionnel. Et la startup, elle, payait 8% à l'année pour son immobilier professionnel. C'est du in fine. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne rembourse pas le capital tout de suite. Donc en fait, c'est pas cher, c'est le prix de son loyer qu'elle aurait payé. Et donc nous, on est capable de répondre à ces problématiques-là, et c'est les particuliers qui vont pouvoir rentrer dans ces aventures. Et ce qui est sympa, c'est que quand tu as mis de l'argent dans une start-up qui en plus est une start-up qui s'adresse au grand public, les particuliers vont d'autant plus avoir envie d'utiliser le service. Donc tu participes aussi à une aventure indirectement. Mais tu n'as pas répondu précisément à ma question. Le revenu locatif... Le revenu, il est mensualisé tout le temps. Il est mensualisé. Il est mensualisé. Et donc... Il y a des flux locatifs derrière. Donc soit tu vas faire une épargne, donc tu vas réinvestir cet argent-là sur des nouveaux projets pour te faire grossir un capital. Ce capital-là pourra être réutilisé dans 5 ans. Tu le ressors de la plateforme et tu fais une acquisition toi en perso. Et donc tu as fait grossir un patrimoine. Soit tu peux aussi, on a certaines personnes d'un âge plus avancé qui mettent des grosses sommes d'argent chez nous et qui s'en servent pour avoir un complément de retraite. Donc tu as 8% par an en complément de retraite sans avoir les inconvénients de faire une gestion locative toi-même. Et donc j'imagine que tu as besoin d'utiliser des apporteurs d'affaires comme des professionnels de l'immobilier pour pouvoir sourcer ces projets? Et exactement, tu vois, on discute justement maintenant avec Orpi pour voir comment on peut travailler ensemble. Une des logiques ce matin, ça a été de dire comment on peut faire pour un locataire qui prend à bail un nouvel appartement, pour lui proposer, s'il a 700 € de loyer par mois, de payer 800 et d'avoir ce complément de 100 € qui est prélevé directement sur son compte bancaire et qui va être réinvesti sur notre application pour se constituer une épargne. Et ce qui est intéressant pour un groupe comme Orpi, dans cette logique-là, c'est de dire qu'ils aident leurs locataires à se constituer une épargne qui pourra être demain réutilisée pour une acquisition. Et forcément, le locataire a envie de repasser par l'agence immobilière. Mais pour réutiliser cette épargne, c'est seulement sur la plateforme Brix ou... C'est ce que je vais négocier. Non, mais pour réutiliser cette épargne, il la ressort. C'est qu'une fois qu'il a 6 000 € d'épargne, il la ressort pour faire sa propre acquisition. Son acquisition, elle passe pas... Potentiellement, j'aurai des produits en leasing à lui proposer. Et là, je travaillerai avec des startups. On a cité quelques-unes qui peuvent faire ça. Il peut y avoir une boucle vertueuse. Mais les cas d'usage sont nombreux et c'est ce qui est super excitant. D'accord, merci beaucoup. C'est très intéressant. On y reviendra peut-être avec les questions du public. Kivan, donc la startup Virgile, c'est le financement de l'apport, si j'ai bien compris. Comment ça fonctionne ? En fait, c'est très simple. Nous, on adresse à peu près le problème que tu décrivais, Xavier, c'est-à-dire ma génération arrivait à acheter, la nouvelle génération, elle n'y arrive plus. Et ce dont on se rend compte, c'est que
Les jeunes se disent soit j'achète 100% d'un appartement où je ne vais pas réussir à vivre parce que il manque une chambre pour mon enfant, soit j'achète 85% d'un appartement qui est celui dont j'ai besoin et Virgile va acheter les 15% qui restent. Et c'est exactement comme ça que c'est structuré. C'est-à-dire que notre client il va venir, il va amener son apport à lui. En général, il en a déjà. On le finance pas Il est en entier. obligé d'avoir un apport pour que vous puissiez lui apporter le vôtre ou il peut venir sans apport? Non, il n'est pas obligé d'en avoir un. Alors, on n'a pas envie de le mettre en danger et qu'il se retrouve tout nu après avoir acheté à ne plus avoir un euro et ne pas pouvoir faire face aux aléas de la vie. Donc, on va lui demander d'avoir un peu d'économie de côté, mais il n'est pas obligé d'avoir un apport à mettre dans l'opération. Nous, Donc notre vous allez rôle, c'est de étudier le son mettre. dossier en fonction de son profil de risque, d'investisseur, etc. C'est ce que je comprends. Totalement. On va être sûr qu'ils sont en mesure d'obtenir un crédit pour investir dans son appartement, de le rembourser sans se mettre en danger. Et à côté de ça, nous, on va s'associer avec lui et investir à ses côtés. Mais vous l'aidez à obtenir son crédit ou pas? Ah oui, bien sûr. C'est compliqué en ce moment? Écoute, on a 96% de taux de réussite sur D'accord. l'année des dossiers présentés en banque. Je ne connais pas un seul courtier qui fait ça. Donc concrètement, j'ai un projet d'acquisition. La banque me demande 30% d'apport. Maintenant, c'est quand même un peu la règle. Mais moi, j'ai que 10% d'apport. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens chez toi et c'est systématique, c'est automatique. Comment ça fonctionne? Tu viens chez moi en général assez tôt d'ailleurs, avant même d'avoir vu ta banque. Avant très d'avoir souvent. cherché un bien ou Avant d'être- d'avoir cherché le bien le plus souvent. Je vais te dire, ton budget sans moi, ça va être 500 000. Avec moi, je vais rajouter 20%, ça va être 600 000. Donc, soit tu vas aller acheter à 500, soit tu vas aller acheter à 600. Si tu décides d'acheter avec moi, tu vas trouver le bien. Et je vais te dire, il est au bon prix, il n'est pas au bon prix. S'il n'est pas au bon prix, je vais t'aider à le négocier. Si le vendeur ne veut pas négocier ce qui peut arriver, je vais te dire, désolé, sur celui-là, je ne viens pas avec toi. On va en trouver un autre. Quand on a trouvé le bon bien, je vais t'accompagner à travers tout le processus notarié. S'il y a une bonne raison de ne pas acheter le bien, et ça en général, tu t'en rends compte assez tard, je vais te dire en fait, là il faut arrêter parce que l'immeuble est en péril, parce qu'il y a un problème et que tu vas regretter. S'il n'y a pas de raison de ne pas acheter, je vais t'obtenir un crédit, t'emmener chez le notaire signer l'acte de vente et tu vas repartir avec un acte de vente en main. Mais juridiquement, qui est le propriétaire de cet appartement? C'est une copropriété? C'est une indivision? C'est une SCI? Ça fonctionne comment? Il y a un moment donné, il faut que les Alors- règles soient clairement établies. Alors ça, c'est super important. Tu repars pas avec un contrat, du papier, un pins ou un bout de blockchain. Tu repars avec un acte de vente et il y a ton nom dessus. Et il y a aussi mon nom dessus. On est en indivision, on a acheté l'appartement à deux. C'est super, super important parce que ça veut dire que quoi qu'il arrive, si je fais faillite, si le monde change, si quoi que ce soit se passe, on va pas venir te dire en fait l'appartement que tu pensais avoir, il n'est pas à toi, il a une société qui a fait faillite. Et j'imagine qu'à un moment donné, vous vous rémunérez dans l'affaire. Donc vous vous rémunérez lors de la cession du bien immobilier. Alors, on rémunère nos investisseurs lors de la session parce que nos Oui, investisseurs, parce en qu'évidemment, fait, il faut qu'il y ait des investisseurs derrière pour assurer le projet. exactement. On permet à des investisseurs de venir et d'investir dans l'immobilier résidentiel sans avoir aucun des tracas du locataire super protégé qui ne paye pas son loyer et sans devoir le gérer globalement. Et nous-mêmes, comme on obtient un crédit, on se rémunère comme un intermédiaire en courtage de manière assez classique. On te fait payer des honoraires et on rémunère cette partie-là de nos Mais ces prestations. honoraires, ils sont payés upfront, ils sont payés lors de la cession, ils sont réglés Quand tu as les comment? clés. Au moment où tu as les clés chez le notaire, tu les payes. D'accord, très bien. Écoute, c'est hyper intéressant. Alors, je vais laisser parler maintenant le public. J'ai un micro ici qui est disponible. S'il y a des questions, on va les prendre. Je vous laisse réfléchir. Tu vois, ce qui est super intéressant, c'est que Kivan, maintenant, il va venir se faire financer sur Bricks.co. Ça, vous aviez imaginé ça, de faire cette... Un peu trop Bon, cher. alors c'est un projet. Je crois que le Salon Rent, c'est aussi fait pour ça. C'est fait pour que des acteurs comme vous se rencontrent. Est-ce que vous pensez que ces solutions que vous avez imaginées vont répondre à cette fameuse crise dans laquelle on est rentré? D'abord, est-ce que vous pensez que cette crise va durer? Et est-ce que ces solutions sont de nature à répondre à la totalité de la crise? Xavier. Les solutions, elles sont à l'évidence capables de répondre partiellement à une crise qui va durer.
La crise que l'on vit, c'est Pourquoi tu penses que ça va durer? Est-ce que tu penses Parce pas que qu'un jour on va s'en sortir? dans 20 ans. J'aime bien la tête qu'il a fait. Non, mais l'immobilier, c'est un bien extrêmement particulier. Parce que c'est un actif de rendement. C'est un actif qui doit générer un rendement pour celui qui l'achète. C'est ce qu'on appelle un actif d'efficacité économique. Or, c'est devenu un actif de plus-value. Et les gens n'achetaient plus, non pas par le rendement parce qu'il était beaucoup trop faible, mais uniquement pour faire des plus-values. Donc vous vous retrouvez dans cette situation aberrante où finalement, depuis 30 ans, les prix n'ont pas arrêté d'augmenter et sont devenus complètement décorrélés du pouvoir d'achat des gens. Je reviens, c'est quand même la base de l'immobilier, c'est un actif de taux d'intérêt. Or, vous ne corrigez pas une situation qui est aussi dysfonctionnelle, qui a été facilitée par des banquiers pyromanes, parce que les banquiers ont été pyromanes. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Les prix n'arrêtaient pas de monter, et comme il se trouve que la Banque Centrale Européenne faisait des taux d'intérêt très bas pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'immobilier, les banquiers ont prêté à des taux, parce qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres, à des taux extrêmement bas, en allongeant qui plus est la durée. C'est extrêmement malsain. Je rappelle que quand tu évoquais le fait que le crédit à taux fixe a été créé en 1950, on avait 25% de propriétaires à l'époque. Mais le crédit immobilier, c'était le crédit foncier qui le distribuait. Ce n'était pas les banques. Les banques n'ont été autorisées à distribuer le crédit immobilier qu'en 1965. Et en fait, le taux d'intérêt et les conditions de crédit étaient réglementés par l'État pour que justement ça ne s'emballe pas. Et ça s'est emballé. Et ça s'est emballé pour de multiples raisons. Donc nous ne corrigerons pas le décalage de l'offre et la demande lié au fait qu'on n'a pas assez construit de façon simple et donc et surtout de façon rapide. Pourquoi est-ce que l'État n'intervient pas plus? Parce qu'à chaque fois qu'il est intervenu depuis 30 ans, ça s'est traduit par une augmentation supplémentaire des prix. Donc finalement par une désolvabilisation supplémentaire des acquéreurs. C'est pas une solution. Donc il faut bien, ces solutions, elles sont très bien. Sortir de l'equity, enfin sortir, de dire à des gens de mon âge, écoutez, vous avez besoin d'argent, récupérez-en une partie parce qu'il y a cet argent à stériliser. Vous savez, je vais être très simple. La richesse des Français, selon les comptes de la nation, c'est 12 000 milliards d'euros. C'est-à-dire 6 fois le PIB. Il y en a 8 000 dans l'immobilier. Ça en laisse 4 000 pour le reste. Sur les 4 000 pour le reste, il y en a 1 500 dans la dette de l'État français à travers les contrats en euros que tout un chacun peut avoir. Vous en avez 1 000 qui est à peu près dans les PME que les gens détiennent. Et vous en avez 1 200 en bourse. Le CAC 40, il fait 2 300 milliards d'euros, ce qui veut dire que plus de 55% du CAC est détenu par des capitaux étrangers. Donc vous avez les Français d'un côté qui disent « je ne comprends pas, les décisions sont prises à l'étranger. Notre conseil d'administration, il n'y a plus que des fonds de pension qui sont dedans. » Mais où est-ce qu'ils ont mis leur argent, les Français? Dans l'immobilier. Donc la perte de souveraineté qui résulte de cette situation, elle est catastrophique. Donc n'espérez pas que d'un seul coup, par un coup de baguette magique, tout va s'améliorer, que l'immobilier va baisser de 30% ou qu'il va continuer d'augmenter de 40%. C'est juste une situation qui n'est pas tenable. Donc ces solutions, elles permettent de tenir. Elles sont des vraies réponses, effectivement, comme Scarlett qui dit bah, « moi, je vais permettre aux seniors ». Il y en a marre des seniors. Ils nous emmerdent, les seniors. On a encore augmenté leur retraite de 5%. Qui est-ce qui a vu ses revenus d'augmenter de 5%? C'est-à-dire ils sont 70% d'entre eux sont propriétaires et en plus, il va falloir payer leur EHPAD. Bah non. On va bien sortir le capital de... Tu peux réagir si tu veux. Non, en effet, justement, l'objectif, c'est qu'ils puissent se payer tout seuls leur EHPAD grâce à ça. Puisqu'effectivement, il y a des situations où vous vous rendez compte que c'est vos neveux, vos enfants qui sont obligés de payer tous les mois des sommes astronomiques pour payer l'EHPAD. Et par ailleurs, on favorise également la transmission intergénérationnelle. C'est-à-dire que, effectivement, je pense que Kevan a créé une solution qui permet à des gens qui n'ont pas forcément un oncle américain qui les aide à financer leur apport. Nous, potentiellement, c'est tout simplement, voilà, vos parents ont eu la chance d'avoir acheté un actif qui s'est apprécié, qui vaut aujourd'hui 3 ou 4 fois plus que ce qu'il valait à l'époque. Et donc, ils vont en libérer une partie, vous donner de quoi financer voilà, un apport. Et donc, ça va favoriser aussi cette transmission intergénérationnelle. Et nous, c'est un peu aussi pour ça qu'on se bat et qu'on fait en sorte que Scarlett soit accessible au plus grand nombre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions
Mademoiselle, si on peut lui donner un micro, s'il vous plaît. Je vais prendre 2 questions et ensuite on va clôturer cette séance. Soyez bref, s'il vous plaît. Bonjour. Ma question, ce serait pour Scarlett. Je voudrais savoir, au niveau du viager... Parlez bien dans le micro. Au niveau du viager libre, comment ça se passe? Parce que du coup, ce serait une personne qui serait déjà en EHPAD et elle financerait son EHPAD avec la locataire, en fait, qui, elle, prendrait le bien. En fait, le viager libre, effectivement, c'est une solution qui permet à des gens qui n'ont pas forcément envie de rester dans ce bien, mais qui, par exemple, ne trouvent pas de solution en vente classique aujourd'hui. Et c'est une solution qui permet de vendre à un investisseur ou à quelqu'un qui peut occuper ce bien, effectivement, et donc il va verser un bouquet, plus tous les mois, payer une rente donc à la personne qui est soit en EHPAD, soit ailleurs, voilà, jusqu'au décès de la personne. Ou alors pour une durée déterminée en fonction du contrat qu'ils ont décidé de mettre en place. Je prends une deuxième question. S'il y en a une, là-bas, la demoiselle, en haut. Si vous voulez bien lever la main, s'il vous plaît, pour vous faire voir. Merci. Parlez bien fort dans le micro. Bonjour, je me permets de juste poser une question par rapport au cas de Virgile. Je voulais savoir si les acquéreurs pouvaient récupérer effectivement à un moment leur part en fait et pouvoir effectivement être 100% en fait. S'ils peuvent sortir de l'indivision, Oui, vous voulez dire sortir d'indivision. Comment est-ce Ouais. qu'ils peuvent sortir de l'indivision sans Parce que- repasser chez le notaire et de manière liquide? C'est ça ce que ça veut dire, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est prévu ou pas du tout Alors oui, évidemment, le cas prédominant, c'est quand même celui où ils vont vendre l'appartement totalement et acheter l'appartement suivant sans nous. Mais sinon, au terme de 10 ans, soit quelque part ils vendent, soit ils nous rachètent. Et ça aussi, c'est prévu, évidemment. D'accord, c'était juste pour ça. Donc le Merci. contrat, c'est 10 ans. Tout à fait. Donc ils vous rachètent. Donc pour vous racheter, on sort de l'indivision, on repasse chez le notaire et on paye des frais de notaire. Oui, sur une petite cote-part, donc c'est pas Sur très... la cote-part, sur la petite cote-part, évidemment. Ok, merci. D'accord, Merci pour cette question. Je vais clôturer cette conférence en remerciant nos intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir encore une fois pour leurs innovations. Merci. Merci à tous.